Bonjour à tous, bonjour chez vous et bienvenue sur votre chaîne. C'est encore un réel plaisir de commencer cette semaine en votre compagnie pour ce premier rendez-vous de la semaine à nos téléspectateurs et nos auditeurs de la 91.0. Alors, pour aujourd'hui, la thématique principale, c'est bien sûr le sport et puis focus sur un pays, l'Égypte. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Égypte. Nous aurons aussi bien sûr nos deux sessions d'information en anglais, en français. Nous voyagerons en musique, nous parlerons nouvelles technologies, toujours dans le sport. Et puis, nous allons faire un petit instant gourmand comme ça, quelque part, on vous le dira. Et puis, bien sûr, toutes ces rubriques, toutes ces découvertes, c'est bien sûr tout ça dans la bonne humeur. Ils sont là ce matin avec moi. Bonjour Charlène. Bonjour Mireille, bonjour Sabrina, bonjour Stéphane. Toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie et sur ce plateau. Sabrina, bonjour. Bonjour, bonjour mesdames et bonjour Salut. Stéphane qui est avec nous ce matin. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de la matinale. Voilà, et Stéphane qui fait son comeback. Ah, ben ouais, comeback à moi-même d'abord. Bonjour, Vous allez Stéphio. bien, alors. Comment vous allez? Vous allez bien? Moi à Ça toi, va. Bibi. Salut alors, ça Bibi alors. Bonjour Steph, bonjour. Ouais, et bonjour. Charlène, on dit quoi? C'est cool? On est là, ouais. Ah ouais, c'est un welcome back. C'est vraiment un grand plaisir et c'est agréable d'être parmi vous parce Tu que nous c'est as vrai. manqué, oui. Oui. Ouais, vous aussi et tout le monde et toute la planète qui me regarde, c'est toujours Ouais. agréable d'être là. Donc big up à tout le monde quoi. Ouais, big up, tu vois notre grand sourire comme ça. Ah ben ouais, c'est tellement joli, toutes ces jolies dents blanches, c'est cool, ça le fait quoi, c'est tranquille et c'est sexy et ça amour aussi. Voilà, parce que je reviens avec plein d'amour quoi. Ah Big up. oui, tous ces mots nous ont manqué. Ah ben Amour, ouais, je suis de retour et puis voilà, et c'est pour toute la vie tout ça. Ouais. Voilà. Eh bien, tu vas commencer par toi, Stéphane, ta petite histoire du matin, Ah ben du week-end tu veux dire? si tu veux. Ouais, du week-end, j'ai passé un agréable week-end avec des films comme Trace of the Compton et puis All Eyes on Me de Tupac, ça faisait longtemps et voilà quoi, ça m'a beaucoup ressourcé et puis c'était comme dans le ring quoi, tu reviens au combat et voilà quoi, je suis là. Ouais, voilà. Et le matin, rien d'agréable, toujours la rue est toujours morte, mais ça va, on est là pour apporter de la chaleur et du bonheur. Big up, la Stéphio. Charlène, une petite histoire le matin ou... Ce matin, rien de particulier, sauf que bon, j'ai passé un agréable week-end en compagnie de mes amis, c'était vraiment cool. Le reste, non, c'est le train-train quotidien. Ça bibi. Non, un monsieur qui était en train de couper de l'herbe très tôt. J'ai dit, bah, Et la bon. dit t'es jolie. Oui, j'ai dit, bah dis donc, il est matinal, hein, celui-là, à cette heure-ci, se mettre à couper de l'herbe comme ça. Aussitôt. Oui, Très j'ai- sportif hein, quand J'ai même. dit, il a dû passer une nuit compliquée quand même. Il s'est dit, bon, écoutez, je vais. Il a dû Ouais, faire un lancer. cauchemar sur ses herbes. Waouh, Donc ça m'a un peu intriguée en venant. Voilà. vraiment. Ben, moi, pas Et de petite pas histoire du courant. matin, mais une petite blague. Ah Je me oui. suis réveillée avec une petite blague. Alors, c'est un monsieur qui a une entreprise, beaucoup d'affaires, quoi, vraiment des affaires très florissantes. Et son épouse lui dit, mais chérie, je ne comprends pas, tu emploies tout le monde sauf moi. Tu devrais m'employer dans tes affaires, que je dirige au moins une de tes entreprises. C'est pas normal, je dois le faire. Et le monsieur qui lui dit, son époux qui lui dit, mais je sais pas, est-ce que vraiment tu pourras le faire? Et elle dit, oui, je pourrai. Oh, Je pourrai. Et il lui dit, ben, tu vois, tu peux même pas conjuguer le verbe pourrir en présent. Oh là là, mais vraiment, ils sont tous les deux, mais vraiment. Wow. À côté Voilà. le verbe pourrir. Est-ce que tu Ah pourras? ouais. Oui, je pourrai. Tu peux même pas conjuguer le verbe pourrir. Ils sont tous Voilà. les deux à Tous les côté de la deux, blague. vraiment. Waouh, c'est un couple atypique. Hein. L'entreprise va fermer, attention. Hein. Heureusement qu'il a d'autres collaborateurs un peu plus futés. Alors, non, ben le décor est planté, hein, vous l'avez vu, c'est la bonne humeur, c'est ça, la matinale sur la belle télévision. Alors, Sabrina, on va continuer la matinale. Le on va proverbe, oui, le proverbe du jour, la sagesse africaine, tous les Africains qui nous regardent ce matin. Se plaindre aujourd'hui à propos d'hier ne rendra pas demain meilleur. Voilà, se plaindre aujourd'hui à propos d'hier ne rendra pas demain meilleur. Donc, je m'y colle, moi qui l'ai lu. Donc, c'est surtout rester dans le souvenir, surtout rester dans le passé. Il faut chercher à avancer, il faut laisser le passé au passé, comme on aime très souvent à le dire. Donc, avancer, ça ne sert à rien de se plaindre, évoluer, surtout aller de l'avant. De l'avant. C'est ça. Pour moi, c'est tout simplement ça. Charlène, Se plaindre aujourd'hui d'hier, c'est comme Sabrina le disait, c'est comme si on faisait le surplace.
ressasser toujours les mots qui ont marqué notre passé et au lieu de construire l'avenir, on se plaint sur ça, on se dit on ne peut plus y arriver parce qu'hier on a échoué. Et moi je pense que c'est un boost que la sagesse nous donne ce matin pour dire il faut aller de l'avant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il faut toujours aller de l'avant. Il faut toujours positiver. Et moi je l'ai toujours dit, il faut toujours positiver. C'est la devise. Quoi qu'on dise de vous, et Sabrina me titillait ce matin, moi je suis... tu me fais ce que tu me fais, mais moi je sais, je reste focus sur ce que je veux faire. Donc moi je me plains pas d'hier, je me plains pas d'aujourd'hui. Je me dis demain sera meilleur. Ok. Stéphane? Ben voilà, elles l'ont dit, c'est dans la vie, il faut avancer, il faut progresser, quoi, il faut évoluer. Mais moi, même si je suis pas trop d'accord avec, parce que c'est important d'avoir un regard sur le passé, parce que le passé est souvent un appui, tu vois un peu. Si tu veux avancer, pour bien avancer, il faut un peu te rendre compte et réaliser les erreurs du passé ou bien les bienfaits du passé pour avancer positivement. Donc du coup, c'est vrai qu'il ne faut pas rester sur les choses, mais le passé a son importance et un grand appui en fait. Toujours. Oui, exactement. Voilà. Aujourd'hui, c'est lundi. Vous plaindre d'hier dimanche ne rendra pas mardi meilleur. Donc, restez avec nous tout ce lundi et vous allez voir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui parce que chaque fois, on monte. Alors, on a vu le proverbe du jour, les astres, Charlène. Les astres ont un petit message pour nous ce matin, comme ça, pour bien décoller la semaine et savoir ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Donc, le message des astres. Bélier, les astres vous ouvrent enfin les yeux. Alors regardez, il y a un éclaircissement dans une relation affective, vous savez à quoi vous en tenir. Taureau, l'amour vous fait sourire car vous trouvez dans vos liens affectifs de l'intensité et de la compréhension, ce dont vous avez tant besoin en ce moment. Gémeaux, rien ni personne ne peut aller à la rencontre de votre volonté ni de votre bonne mine qui font fondre tous les obstacles face à vous. Allez-y, foncez. Cancer, en famille tout va de soi. Chacun cohabite dans l'harmonie, même dans vos rapports plus superficiels, vous trouvez une meilleure qualité d'écoute. Lion, rien ne vous arrête en ce jour. Votre forme est au top, c'est le moment de mettre en avant tous vos talents dans tous les domaines de l'existence. Vierge, sûr de vous, vous poursuivez la semaine en beauté. Profitez-en pour vous attaquer à ce qu'habituellement vous remettez toujours à demain. Balance, vous bénéficiez d'un coup de foudre à retardement. Quelqu'un que vous côtoyez jusqu'ici, sans y prêter attention, se révèle, préparez-vous. Scorpion, c'est l'époque du rhum, tout est compagnie. C'est l'époque du rhume, tout est compagnie. Pourtant, aucun petit virus ne peut vous atteindre, les astres vous octroient toute sa puissance. Sagittaire, vous êtes les chouchous des astres aujourd'hui. Ils vous rendent les plus efficaces sur tous les terrains professionnels comme pour vos projets. Capricorne, vous ne manquez pas d'inspiration et vos idées vous mènent loin. C'est le moment de vous surpasser et d'agir pour votre avenir professionnel. Verseau, si votre couple est tout à fait frais, vous sentez la relation se cimenter petit à petit. En solo, vous faites la connaissance d'une personne de qualité. Poisson, au diable les amourettes et les aventures sans lendemain. Les astres vous poussent à vous mettre sur des rails et à viser une relation durable. Alors, les filles, vous allez gagner à la loterie, vous allez faire une transaction, Stéphane va rencontrer... Non, j'ai changé, hein, tu sais. Ok, j'ai changé tu as tout changé. ça, c'est derrière moi, quoi. Comme tu disais, il ne faut pas se plaindre du passé, donc les amours, je oh là laisse ça là. derrière pour être... je sais pas ce que ça veut dire être sérieux, mais bon, j'avance comme ça, quoi. Ah, tu es devenu sérieux, en fait. Je sais pas trop, Avant, tu là, n'étais ça pas a jugé. sérieux. Mais apparemment, on dit que les taureaux, en ce moment, ils ont leur cordes sont toujours bien en place. Ah, donc tu te rappelles j'espère hein, c'est le cas que pour toi. les taureaux sur le corps humain, le signe astrologique de Et j'ai taureau, remarqué que c'est tu la aimes plus gorge. trop le rouge, je sais pas, c'est dû à quoi? Si, j'ai toujours le rouge. Mais non, là, de t'es temps en en orange, temps, et c'est un Charlène. lundi en plus. Très souvent du rouge. J'ai Hein. très souvent du Très rouge. souvent. On en parlait même quand on partage le rouge Oui. ensemble. Et je remarque qu'Ata Gracia, son devoir, elle a un joli sourire ce matin.
C'est toi? C'est moi. Mais c'est toi, c'est qui veut que ce soit qui, la Donia? Je sais pas. Merci. Ah, bah, de rien, c'est gratuit, tu sais. On aime bien comme ça, Stéphane. franchement. Il est revenu. Le comeback, Stéphane is back. Ouais, je suis là, rien Ouais. que pour vous, hein, pour vous donner beaucoup de goût. Beaucoup de goût. Ben, on attend la première escale alors. Ah, mais alors, allons-y en musique, puisque la musique, c'est ce qui fait vibrer les cœurs et les corps. Donc, du coup, allons-y. Let's go, DJ, quand tu veux. Voilà, nous sommes de retour chez vous. Nous vous l'avons dit à l'entame de cette émission. Aujourd'hui, c'est le 23 juillet, c'est la fête nationale de l'Égypte. Et puis, on va souhaiter comme ça une bonne fête à tous les Égyptiens qui nous regardent. Alors, Sabrina, je sais que toi, tu as ton Égyptien préféré. Oui, c'est surtout l'équipe. Donc, tu as tes préférés. Oui, tu vas c'est souhaiter une l'équipe bonne fête. égyptienne de football. Donc, on parle de l'Égypte. En particulier. Mohamed Salah. Ah, voilà. Mohamed Salah, donc voilà, qui nous a bien fait vibrer pendant cette Coupe du Monde en Russie 2018, bien qu'ils ont été éliminés, hein. Mais on a vu cette équipe se démarquer également. Donc voilà, donc bonne fête à tous les Égyptiens et Égyptiens qui nous regardent ce matin. Voilà. Voilà. Et Charlène aussi a comme ça quelqu'un qu'elle veut saluer vraiment, parce que toi tu es très dédicace en Égypte, ou une star égyptienne. Non, je vais juste dédicacer les pharaons d'Égypte. D'accord. En tant que monument, hein, pas en tant que... Ah oui. Les pharaons, les vrais pharaons, enfin les vrais, Oui. oui, les pharaons. Les pharaons, oui, pas des Ah monuments. d'accord, Voilà. bonne fête aux pharaons. D'Égypte, bien sûr. Ce sont eux qui ont construit le pays, donc rien de plus normal que de leur rendre hommage en cette fête d'indépendance. Donc moi, c'est à tous les pharaons et au président qui a un nom particulier. La première fois que je l'ai prononcé, je mangeais ma langue. Moussa Fatah al-Sisi. Donc voilà, à tous les Égyptiens qui nous suivent. Il y en a aussi ici, je pense bien. Bien sûr, oui. Donc s'ils peuvent aussi nous inviter pour partager avec eux les mets égyptiens, ce serait pas mal. Ça, je m'attendais à ça, que Charlène allait virer vers la gastronomie. Ce serait pas mal. Donc voilà, bonne fête à tous. Et puis réjouissez-vous, c'est votre fête. Voilà. Voilà, Stéphane, on souhaite une bonne fête comme ça à l'Égypte, aux Égyptiens. Ah ouais, mais moi j'ai carrément toute une liste, quoi. Si tu veux, je commence, quoi. Bon? Ouais, big up à Kenaton, à Toutankhamon, à Imhotep, à Amon, à tous les Égyptiens, l'Empire pharaonique qui a existé, qu'on représente aujourd'hui. Donc retenez, hein, Imhotep, voilà, KH, tout ça, et qui sont là, et qui représentent, quoi. Voilà. Tous les Égyptiens qui nous regardent, de maintenant, d'ailleurs, d'il y a un siècle. Et voilà. Plus d'un siècle, hein, tu sais, Mimi, c'est vraiment c'est plus d'un siècle, et ça fait 5 siècles, quoi, parce que l'Empire pharaonique existe depuis quand même la nuit des temps, on va le dire comme ça, quoi. Et nous sommes un peu la descendance, donc du coup, voilà, même si aujourd'hui on célèbre, il faut dire qu'on célèbre l'Égypte en tant qu'État, parce que c'est l'État qu'on célèbre, mais voilà, mais sinon, à part ça, c'était pas un pays, c'était toute une région, toute une zone de l'Afrique du Nord et un peu de l'Afrique de l'Est. Voilà. D'accord. Eh bien, on va vous proposer comme ça une petite présentation de ce pays. La République arabe d'Égypte est un pays d'Afrique du Nord-Est, pour la péninsule du Sinaï, en Asie de l'Ouest. Situé sur la côte de la Méditerranée orientale, le bassin levantin, l'actuelle Égypte occupe l'espace géographique qui fut autrefois celui de l'Égypte antique. Sa capitale est le Caire, qui comprend également Gizeh et sa monnaie la livre égyptienne. Si la langue officielle du pays est l'arabe, la langue parlée est l'égyptien. Le copte survit en tant que langue liturgique des chrétiens d'Égypte. Le nubien demeure la langue parlée par les habitants de Haute-Égypte dans la région d'Assouan, une région communément appelée Nubie. On distingue 4 régions, la Basse-Égypte, la Moyenne-Égypte, la Haute-Égypte et la Nubie. L'Égypte multiplie les extrêmes. Pays arabe le plus peuplé, 90% de sa population habite dans une bande de terre fertile qui longe le Nil. 24 km dans sa plus grande largeur près de Fayoum, en moyenne 10 km, mais elle peut ne faire qu'une centaine de mètres. Le reste du territoire est désertique. Avec plus de 92 millions d'habitants en 2017, l'Égypte est le 3e pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria et l'Éthiopie. En très forte croissance, sa population a été multipliée par 4 en 60 ans. La première ressource en devises de l'Égypte est l'un de ses principaux secteurs d'activité, est le tourisme. La culture du pays est riche et diversifiée, savant héritage de l'Égypte antique.
Voilà, c'était là comme ça une petite découverte de l'Égypte. Alors moi, j'aimerais bien, moi, visiter les pyramides de Gizeh. Oui. Moi, voilà, les pyramides. À chaque pays, sa particularité. Oui. On parlait de l'Afrique du Sud dernièrement et on parlait de la statue de Nelson Mandela. Et quand on parle de l'Égypte, et ne pas signaler ou signifier les pyramides qui y sont, c'est qu'on est passé à côté de ce merveilleux pays. Et toi, Sab? Oui, le Caire, la capitale surtout. Et puis évidemment, cette fascination qu'on a pour les pyramides, pour tout ce qu'il y a autour. Oui, c'est vraiment quelque chose d'intriguant. À chaque fois, on voit dans des films, c'est cette momie enterrée. Il y a toujours plein de mystères autour de ces pyramides. Donc, c'est surtout ça. Ouais, pyramides, le Nil, tout ça. Moi, j'aimerais bien ça. Et toi, Stéphane? Ouais, les pyramides et aussi la rue de Malcolm X, parce que dans les années 60, 63, je crois, Malcolm X était allé faire son pèlerinage en Égypte. Et comme je reste un Black Power, donc j'aimerais bien aller mettre mes pieds là-bas, quoi, tout simplement. Et il y a la rue Malcolm X. Ouais, bien sûr, parce qu'il était allé là-bas pour aller voir si Elijah Mohamed, à l'époque, qui était le président de la Black Muslim, était allé pour aller voir, aller ressentir ce que c'était un vrai musulman à l'époque à la Mecque, tout simplement. D'accord. L'Égypte, c'est vraiment un pays particulier qui a tous ces mystères, comme le disait Sabrina. Beaucoup de mystères. Et ils ont une culture aussi assez particulière. Eux, ils s'attachent à tout ce qui est au respect de la culture et des normes qu'ils établissent dans leur pays, les Égyptiens. C'est des personnes assez calmes, c'est des personnes assez ancrées dans la culture et le respect des valeurs. Parce qu'en Égypte, personne, quand vous êtes un touriste, il faudrait que vous vous accommodiez aux règles établies. Sinon, vous n'êtes pas la bienvenue. Là-bas, on nous habille, les femmes ne peuvent pas sortir seules. Elles sortent toujours accompagnées d'un homme. Même aujourd'hui, oui. Enfin, même de nos jours. Juste ce que je dis, les femmes ne sortent pas seules. Elles sont toujours accompagnées d'un homme. Et ça marque le respect. Vous êtes un touriste, vous ne pouvez pas acheter la boisson n'importe où. Il y a des boutiques spécialisées pour l'achat des alcools et vous pouvez consommer dans les restaurants ou les bars. Vous ne pouvez pas consommer à l'extérieur, sinon c'est une violation des droits et un trouble à l'ordre public. Donc c'est un pays qui est régi par beaucoup de règles et il s'attelle à faire respecter toutes ces règles. Sinon vous êtes out. Et c'est bien aussi parce que même lorsqu'on parle de mystère, quand on voit aujourd'hui l'Égypte qui est un pays vraiment sportif, un pays de sport, c'est parce que justement le sport vient de l'Égypte antique, plusieurs sports sur des vases. Il y a eu des représentations de certains sports qui sont encore aujourd'hui d'actualité, des sports qui sont devenus un peu modernes. On ne vous en dit pas plus, on suit ensemble cet élément. C'est à Beni Hassan que se trouvent les témoignages et illustrations de la pratique par les Égyptiens de certaines pratiques sportives dont certaines, comme la lutte, la boxe, la gymnastique et le hockey, ne semblent pas très éloignées des pratiques modernes. Les peintures découvertes à l'intérieur de ces tombes sont un hymne à la vie du peuple et de nobles de la 12e dynastie. Ces tombes comptent parmi les plus intéressantes. L'une des tombes illustrées de scènes de lutte est la tombe de Baké. On y voit différents personnages se livrant à ce sport. On ne sait si la lutte est d'origine égyptienne. Le premier manuel technique de lutte a été retrouvé sur un relief d'une sculpture de la 5e dynastie. D'autres fresques ont été retrouvées dans d'autres nécropoles. La lutte, c'est le combat de deux personnes, corps à corps, chacun des adversaires cherchant à vaincre l'autre par des actions techniques et tactique en employant aussi tout son potentiel physique et psychique. En plus de la lutte, il y avait l'escrime au bâton, resté pendant longtemps une activité que l'on peut encore observer dans les villages et même les quartiers populaires. Les escrimeurs évitaient les coups de l'adversaire au moyen de courroies liées autour du bras gauche. Les sports comme la lutte, la boxe étaient pratiqués par les hommes et par les garçons qui les inséraient dans leur jeu. La boxe est illustrée dans la tombe de Mirira et celle de Ptah-Hotep à Saqqara. On y voit un boxeur dans une position où il se prépare à donner un coup à un adversaire qui lui tente de se protéger. Une curieuse structure trouvée auprès du reste d'un groupe de maisons de 2 pièces et remontant à l'époque ptolémaïque a été découverte dans le Fayoum. Il s'agit d'une dalle de pierre comportant 2 trous, l'un rond, l'autre carré, et de 2 boules de pierre dont le diamètre leur permet de remplir les trous. Il pourrait s'agir d'un terrain de bowling. La chasse peut aussi être considérée comme un sport. Elle était plus particulièrement réservée aux nobles.
Les femmes, quant à elles, préféraient la gymnastique et la danse. Ces deux disciplines n'en formaient d'ailleurs qu'une seule. Elles pouvaient aussi se livrer à 2 jeux de balles et pouvaient lors de ce jeu se retrouver sur les épaules de leurs compagnes. Les Égyptiens pratiquaient aussi un sport qui se rapproche du hockey sur gazon. Il est joué avec un bâton en branche de palmier et la balle est en fibre de papyrus. Il se joue toujours à la campagne. Le pharaon est un chef de guerre et à ce titre, il doit s'entraîner. Il doit manifester sa vigueur et combattre les animaux maléfiques. Il se divertit de la même façon que les notables de sa cour. Il chasse la sauvagine, pêche dans les marais du Fayoum, titre les gazelles à Djiza ou Héliopolis, les Urus ou Ouadi Natroun, les Urus ou Ouadi Natroun et les onagres en Syrie, combat le lion ou l'hippopotame. Il sait donc se servir de l'épieu et de l'arc. Certaines chasses aux fauves, l'envoûtement de bêtes incarnant le chaos, a un caractère rituel. Ces sports sont aussi un moyen pour le roi régnant de rappeler son habileté infaillible et sa vertu juvénile. Voilà, on parlait là de tous ces sports de l'Égypte antique, Sabrina. Oui, aussi bien dans les sports antiques que dans les sports modernes. Bon, modernes après, le basket, le football, comme disait Charlène tout à l'heure, c'est un pays vraiment ancré dans les valeurs et ils ont cette capacité comme ça d'avoir un mental d'acier. Donc ce sont des combattants, ce sont des battantes, c'est pas pour rien. Ils ont ce nom, les pharaons d'Égypte, cette équipe d'Égypte et plein d'autres choses. Que ce soit dans le volley, que ce soit dans le basket, que ce soit dans le handball, c'est vraiment des équipes très fortes qui vraiment, comme je disais, cette capacité à surmonter l'échec et à se battre à chaque fois, à revenir au galop. Donc c'est ça l'Égypte, voilà. C'est ça l'Égypte. On reste en Égypte avec Charlène. Oui, on reste en Égypte pour parler cette fois-ci de cosmétiques, de tout ce qui est beauté, tout ce qui est mise en valeur de la femme, mais aussi de l'homme, bien évidemment, parce que les hommes aussi utilisent des produits de beauté pour se requinquer un peu. Et là, nous allons parler de henné, qui est un produit très utilisé en Afrique du Nord, et même, je crois, en Orient également, qui est une plante. Donc là, nous avons le henné en feuilles, qu'on peut également utiliser pour les soins cosmétiques. Oui, bien sûr. Et là, nous avons celui en poudre. Nous avons le henné en poudre que nous avons déjà mélangé avec de l'eau un peu tiède pour essayer de rendre la poudre pâteuse. C'est selon. On peut utiliser le henné avec de l'eau tiède uniquement. D'accord. Comme masque. Mais avant d'utiliser le masque au henné, il faudrait d'abord se gommer la peau avec du savon noir. Je reviendrai avec du savon noir très prochainement pour parler des bienfaits. Donc vous gommez d'abord la peau avec le gant Kissa et le savon noir. Et là, votre peau est très propre. Là, vous posez votre masque au henné, juste le henné et de l'eau. Le henné en poudre et de l'eau tiède. Mais pour plus d'efficacité, moi je conseille souvent aux gens d'ajouter le citron. Parce que le citron, il a d'autres bienfaits que tout le monde connaît. Mais la particularité, c'est qu'en faisant ce masque, ne le faites pas la journée. D'accord. Si vous utilisez le citron, faites-le la nuit. Parce que le citron a cette capacité d'auto-bronzage. Si vous vous exposez encore au soleil avec du citron, c'est la cata sur votre peau. D'accord. Donc vous ajoutez juste le jus d'un peu de citron. Moi, je vais touiller avec les mains parce que je trouve que c'est mieux adapté. Vas-y. C'est ça que je vais me salir les mains, mais vous ajoutez un peu de jus de citron. Ça dépend de la quantité. Si vous voulez gommer rien que le visage, vous prenez juste... vous avez vu, j'ai pris le mouchoir pour déjà commencer à m'essuyer. Oui. Donc vous utilisez juste cette petite quantité, puis c'est juste pour le visage et le cou. Parce que quand vous faites le masque, ne faites pas juste le visage et laissez le cou. Parce que oui, on a tendance à négliger le cou. Sinon, ça fera deux teintes différentes. C'est vrai. Ce sera le visage plus clair et le cou sombre. Donc faites un peu plus de quantité, un peu fourni. Et là, vous touillez tranquillement. Là, je suis en train de touiller. Hein. Si j'étais à la maison, je serais déjà en train de me régaler. Pour prendre soin de mon visage et de mon cou. Donc là, le masque, il est prêt. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients pour le réaliser. Si vous voulez également attendrir encore plus votre peau, vous pouvez prendre l'huile de rose, l'eau de rose ou l'huile de carotte. D'accord. Vous pouvez ajouter juste... C'est vrai qu'on avait fait une astuce, comment fabriquer son eau de rose maison. Exactement. Donc vous mettez juste quelques gouttes d'eau de rose ou vous mettez quelques gouttes d'huile de carotte. D'accord. Voilà, vous savez tous les bienfaits de la carotte sur la peau.
Moi, je ne vous apprends rien, je suis une addict. C'est vrai que le henné ici a beaucoup de vertus. Hein. Également, le henné a beaucoup de vertus. Donc là, vous avez déjà touillé votre henné et votre eau tiède, ainsi que votre citron. C'est prêt pour votre visage et votre cou. D'accord. C'est Donc, tout simple, là. Très simple, mais très efficace. En cette période de fin d'année, de vacances et tout le reste, vous aurez une belle peau comme les Indiens, comme les Égyptiens. Et combien de minutes le masque 5 à 6 minutes. D'accord. Vous le gardez 5 à 6 minutes. Parce que le visage, il est un peu plus délicat que le reste du corps. Si c'est tout le corps, vous pouvez faire 30 minutes avec votre henné. D'accord. Donc, vous avez là les bienfaits du henné. Vous avez les bienfaits du citron également. Ça adoucit, ça revitalise, ça exfolie les peaux mortes. Le henné, on peut également l'appeler le djabi pour les bambara, le poudi, le lawsonia, inedus pour les scientifiques. Là, pour les scientifiques, c'est un peu compliqué. Nous tous, on va dire le henné parce que... On dira simplement le henné. Si je vois pas de conseiller à quelqu'un prendre le lawsonia, c'est pour là. Je me dis, mais c'est quoi cette mixture? Voilà. Alors, donc là, vous avez votre henné tout prêt. C'est vrai que là, j'ai pas de... J'aurais bien voulu avoir quelqu'un qui le non, mais on va le faire en off. On trouvera bien quelqu'un. Qui me fait... Pour l'instant, il est l'heure du JT en anglais. On vous revient dans quelques instants. Alors, c'était une belle rumba comme ça, congolaise, de Fally Ipupa featuring R. Kelly, ce monument du R&B. Et c'est un morceau que je dédie comme ça à un amour qui n'est pas parti, la ravissante Clarisse qui est là, qui cadre. Donc voilà, vu que je l'aime bien, ça prouve que tout le monde, il y a encore des gens qui sont là, qui permettent à ce que j'ai mon cosmos, énergie d'amour, tout simplement. Donc, dédicace à toutes les belles filles qui me regardent en ce moment et je suis là pour vous. Ah non, on pensait que tu avais changé, Stéphane. Si, j'ai changé, mais tu vois, le fait de revoir Clarisse comme ça, le fait de revoir Clarisse comme ça, tu vois, ça me ramène dans un passé assez récent, donc du coup, voilà quoi. Les sentiments reviennent, quoi, tout simplement, voilà. Alors Mimi, on fait quoi? On avance, on chante, on danse? Hein, Mimi? Hein, Acta Gracia Sandoval, on fait quoi? On chante, on danse? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ouais, Clarisse, elle est belle, elle est super avec sa caméra, franchement, quoi. Elle est Clarisse belle. qui est caméra woman sur le plateau. Elle est jolie, oh là là, franchement. Et ça fait plaisir, hein. C'est des visages qu'on ne voyait pas comme ça. Et lorsque je suis revenu, là, comme ça, on corrigible, voit Stéphane, qui est toujours avec voilà. nous sur ce plateau. Prochainement, tu casses John Mousse quand il va revenir parce que lui, c'est un vieux poteau. Oui. Alors, on va continuer avec Charlène. Alors, Mimi, ton rire me manque. Nouvelles technologies et sport, que vas-tu nous faire découvrir que nous ne connaissions pas peut-être déjà? Nous allons à la rencontre d'une application sport qui a aussi des capacités de prendre soin de nous sur le plan médicinal. Ah bon? Donc oui, cette application que nous allons découvrir maintenant nous aide, je ne vais pas en dire plus, hein, mais nous aide à avoir non seulement notre, comment je dirais ça, notre état de santé sur le plan médicinal et notre état de santé sur le plan sportif. Donc allons-y à la découverte de l'application sport. Aujourd'hui, dans nos applications mobiles concernant le sport, nous allons découvrir le Sport Tracker, qui est une application de santé idéale pour surveiller les activités physiques comme la course, le vélo, la marche et le ski. Cette application apporte des cartes et des calculateurs de temps et de distance. Elle vous informe sur les calories que vous dépensez, vous permet de partager vos données sur les réseaux sociaux, de recevoir des notifications vocales au cours de la formation et plus encore. Pour ceux qui réchignent à sortir ou à consulter le smartphone en plein effort, une fonction retour voix énonce à l'oral le compte rendu des performances de chaque tour. Elle a une fonction très intéressante pour l'entraînement. Elle est liée, celle-ci, à la fréquence cardiaque. Cette fréquence utilise le iGoHeart Health Monitor, déjà testé sur les cardiofréquences mètres pour téléphone. Rien à redire alors concernant la transmission du rythme cardiaque. Pour posséder l'application Sport Tracker, il faudrait juste la télécharger. Avec votre compte en ligne, vous bénéficiez d'un espace permettant de récupérer vos statistiques, donc multisportives, pour suivre l'évolution des performances. Sur ce point, Sport Tracking Technology s'en sort bien même. Alors, mesdames, messieurs, que voulez-vous d'autre pour faire votre sport à domicile ?
Alors, c'est cette application Sport Tracker que je voulais vous présenter ce matin. Cette application, elle a été créée en 2004. Il faut le rappeler, elle a été créée en 2004 dans le but d'aider toutes ces personnes qui veulent faire le sport. Et comme je le dis, pour toutes les applications que nous avons déjà eues sur le plateau, ça aide les personnes qui rechignent à aller dans les salles de sport. Donc, d'être à domicile et de prendre son temps pour faire son sport. Mais la différence avec cette application, c'est que vous pouvez aller à l'extérieur, mais à votre rythme. Et l'application vous sert, vous mettez un chronomètre, elle vous sert à voir votre fréquence, la durée de votre course ou bien de votre marche ou de votre temps à vélo, ou même en ski, hein, vous pouvez faire le sport. Et elle vous aide à mesurer toute la fréquence que vous faites, tout le rythme que vous prenez et le pouls cardiaque que vous avez. Donc s'il est trop élevé, vous-même vous savez que là, ça c'est la limite à ne pas dépasser. Et quand vous sentez que vous l'avez dépassé, là vous allez directement voir un médecin, voir un cardiologue et tout le reste. Donc cette application elle est tellement importante parce que non seulement elle va vous aider à maigrir pour ceux qui veulent perdre ou ceux qui veulent perdre des kilos, mais aussi elle va prendre soin de vous sur le plan de la santé et parce qu'elle vous reflète exactement ce que vous avez par rapport à la fréquence que vous mettez soit à la marche, soit à la course ou à vélo. Donc Sabrina, tu vas la télécharger? Oui, c'est comme un baromètre, ça permet de vous mettre au courant de votre pouls, de votre manière, de vos pas, qu'est-ce que vous faites, si vous avez évolué, voilà, de combien de pas vous avez fait, si ça vous a fait du bien, si vous avez perdu les calories ou pas. Il y a beaucoup d'applications comme ça, des montres, il y a même des montres. Il y a également des montres. Des montres comme ça. On va faire le tour. Oui, c'est vraiment tendance actuellement et je crois que beaucoup de personnes s'y mettent maintenant. Pour ce genre d'application. C'est une nouvelle manière de faire le sport en fait. Exactement. C'est une nouvelle manière parce que généralement quand on fait il y a certains qui font le sport en écoutant de la musique. Ils se disent bon aujourd'hui je vais parcourir tant de kilomètres, prendre une distance. Généralement c'est de chez soi à un point bien précis. Mais ils savent pas exactement et grâce à ces applications. Exactement. Ils savent combien de kilomètres parcourus, combien de temps fait et quel le rythme cardiaque. Parce que parfois on arrive à la maison, on est essoufflé, on respire mal. Donc là, ça vous aide à vérifier tout ça en même temps. Et vous pouvez chronométrer, soit par semaine ou par mois. Vous voyez votre évolution, votre progression. Et à travers ça, on peut faire notre planning. Hein. On sait que à partir d'aujourd'hui, moi je fais tant de pas, à partir de telle heure, je termine, je fais comme ça, voilà. C'est vraiment pour bien programmer sa manière de faire du sport. Alors nous, on va programmer notre manière de faire du sport, de faire de la matinale. Alors on a dansé avec Stéphane, on a couru, fait un peu de jogging avec Charlène. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va parler Hein? Oui. Tu vois, tu as oublié les bonnes manières en fait. Tu vois, quand Mimi parle comme ça veut dire qu'on mange. Ah d'accord. Ouais, quand Mimi... que j'ai faim. Ouais, quand Mimi parle comme ça, on sait qu'on mange. Ça, c'est évident. On va parler de quoi, Sabrina? Non, parce que oui, justement, Sabrina. J'avais peur de dire quelque chose alors que c'était pas ce que pensait Mireille. Donc du coup, on va pas manger ta part. Oui, j'ai pas fait ce matin, c'est bizarre. Ah, t'as pas faim? Oui. Charlène, tu as faim? Waouh, j'ai trop faim. Oui, c'est pas monsieur qui a faim. Alors Charlène, on se colle à toi. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? On va découvrir, vu qu'on parle d'Égypte, on va rester en Égypte pour parler gastronomie. Oui, d'une galette. D'une galette, maintenant je vois. Là, tu sors de trébuillage. D'une galette. Donc, on va faire une petite présentation de la gastronomie égyptienne et on fait un petit focus sur le pain soleil et d'Égypte. La cuisine égyptienne est inspirée de la cuisine orientale. Le plat national est le foul, qui se constitue de grosses fèves rouges marinées dans l'huile et arrosées de citron. La cuisine du pays d'Abdel Fattah al-Sisi est un mélange métissé de diverses cultures. Ainsi, on retrouve aussi bien des influences libanaises, grecques que turques dans ces plats. Ces derniers sont très souvent riches, sucrés ou épicés. En Égypte, comme dans beaucoup de pays d'Afrique du Nord, les Égyptiens affectionnent particulièrement le mezz, c'est-à-dire que l'on pose les plats sur la table et les convives se servent à leur rythme et à volonté. Dans toute l'Égypte, sur toutes les tables, on retrouve 3 assaisonnements très courus. Le tahina, qui est une crème faite à base de graines de sésame, le hummus, qui est une purée de pois chiches au sésame, et enfin le baba ganoush, une purée d'aubergine au sésame. Autant dire que le sésame a une place de choix dans la cuisine égyptienne, a de nombreux plats typiques et savoureux à son palmarès. On y retrouve notamment les feuilles de vigne, aussi dégustées en Turquie. Elles se dégustent chaudes ou sont fourrées de riz, d'herbes, d'épices et de viande.
Le hokeri, mélange de riz, de lentilles, de macaroni, d'oignons frits avec une pointe de sauce tomate, est également très apprécié. Le mulukeva est un autre plat national. C'est une soupe aux herbes dans laquelle est cuite la viande. Il y existe également un récit sur les féculents égyptiens, notamment le pain soleil ou le samsi. Il est confectionné encore aujourd'hui dans la région d'Aswan, en Haute-Égypte. Selon l'histoire, le peuple égyptien le vénérait comme un dieu. Le pain samsi a une longue histoire avec le soleil. Ce pain à pâte de blé ensemencé au levain et abandonné par les femmes au rayon de Dura que les anciens Égyptiens représentaient par une tête de faucon surmontée au disque solaire. Ici prélasse le temps de prendre forme, rien ne presse. Tout doit arriver en son temps. C'est là peut-être le secret de toute fermentation. Comme le soleil, sitôt qu'il apparaît, recrée le monde, le pain qui se lève marque un recommencement et une promesse. Mireille revient faire juste. Donc c'est une diversité dans la gastronomie égyptienne. C'est une diversité de plats que la population égyptienne va déguster aujourd'hui, parlant de leur fête nationale. Donc l'Égypte, elle est très ancrée dans la culture. Et tout ce qu'elle prend comme élément constitutif de leur gastronomie est basé sur leur culture. Et presque tout a une histoire. Quand on a vu le pain soleil, ça a trait au soleil, ça a trait à un dieu, ça a trait à ceci. Donc la gastronomie égyptienne, c'est une gastronomie qui a eu aussi des influences dans d'autres gastronomies. En Afrique notamment, qui a eu d'autres influences. Et donc aujourd'hui, quand on parle de gastronomie égyptienne, quand on parle de gastronomie africaine, on voit cette multiplicité ou cette diversité de plats. Et les Égyptiens ont cette particularité qu'ils ne mangent pas seuls, comme tout bon Africain. Toujours en famille. Toujours en famille. Le repas est un moment très important. Et c'est très copieux. Il dépose plusieurs plats et tout le monde se sert à volonté. C'est ce que les Égyptiens ont de particulier aussi, c'est le fait de ne pas léser leurs convives. En fait, ils amènent donc le convive à s'imprégner de leur culture. Donc, si vous ne mangez pas ceci, on peut vous offrir cela. Si vous ne mangez pas cela, on peut vous offrir autre chose. Donc, c'est ce que moi j'ai adoré en parcourant la gastronomie égyptienne. Et il faut rappeler aussi que les Égyptiens aiment le mélange de saveurs. Ils ne vont pas faire juste un plat de viande, non. Ils vont le mélanger, la viande, ils vont prendre des boulettes de ceci, ils vont prendre des boulettes de cela et faire tout un plat copieux. Et il va de même pour les pains. Ils ont plusieurs variétés de pain. Mais la particularité des pains égyptiens qu'on connaît, c'est le pain soleil. Ça vous dit? Oui, le pain soleil. Oui, moi, c'est vrai que j'ai vu des images. Mimi, moi par contre, lorsqu'on parle de gastronomie, ça me fait penser à Père Medoun et son plat de la Sierra Leone. Tu te rappelles, là, le plat, son joli plat, là, son assiette, voilà, qui était très bien décorée. Donc, big up à toi, Père Medoun, qui aime la gastronomie, même si on est en Égypte. Voilà, mais c'est vrai que lorsqu'on parle de gastronomie en Afrique, on voit beaucoup tout ce qui est manioc, feuilles de manioc, des trucs comme ça. Mais là, en Égypte... Pas plus de pain et de galettes. Le pain et les galettes, très féculents. On ne mange pas de tubercules, de manioc, de tubercules. En parcourant leur gastronomie, j'ai pas vu un focus sur les tubercules, sur le manioc. Après, est-ce que c'est un problème de terre? Parce qu'on sait aussi qu'en Afrique du Nord, ils sont plus axés sur tout ce qui est féculent, maïs, et tout ce qui est galette, tout ce qui est farine, fait à base de farine, des pains de diverses formes. Des légumes aussi. Et des légumes. Est-ce que c'est peut-être en rapport avec leur terre qui ne mangent pas beaucoup de tubercules ou de manioc? That is equation. Je vais parler comme Stéphane en anglais. Essayer de m'y coller aussi. C'est peut-être la question à se poser. Et c'est peut-être aussi une recherche à faire pour nous qui édifions les téléspectateurs et les auditeurs. Donc, voilà. Et puis, tout ce qui est agneau, tout ça, j'adore. Ils ont sûrement des recettes à base de viande d'agneau. Et en parlant même d'agneau, Mireille, moi, quand j'ai regardé leur récit sur la gastronomie, ça m'a fait penser à l'Égypte antique. L'Égypte, quand on regarde les histoires de la Bible et tout le reste, ils sont plus axés sur, comme tu disais, l'agneau. Il faut découper faut égorger une brebis, ils mangent frais, comme on le dit communément. Ils mangent frais. Ce sont des personnes qui élèvent aussi beaucoup. Ils sont aussi dans l'élevage, mais leur façon d'élever diffère. Après, quand on parle de l'Afrique, il y a des différenciations de gauche à droite. Il y a des particularités également. Donc, en Égypte, eux, ils prennent tout ce qui est frais
il le mange. Et quand on le dit, il le mange, c'est pas quelqu'un qui va couper un agneau et le manger tout seul. Oui, c'est vraiment... C'est le manger en famille. En famille. Donc, c'est la particularité égyptienne également. On retrouve également les feuilles de vigne Oui. qu'ils mangent là-bas. C'est aussi de dégusté vigne. en Turquie. Peut-être c'est une influence turque Oui. qui a atterri en Égypte. Qu'est-ce qu'on en sait? Même au Liban aussi. On mange Même des au feuilles Liban, de oui, vigne. c'est aussi, moi je veux me dire, c'est peut-être la culture arabe, c'est peut-être... Oui, c'est comme ce thé, voilà. hein, ce thé après le repas Oui. qu'on Qu'ils partage prennent également généralement entre hommes. Hein, entre Au hommes, Liban, c'est aussi oui. la même chose, le thé après le repas. C'est une Très culture bon, qui est les feuilles toute de vigne. installée, Oui. qui est toute installée autour. Les feuilles de vigne se dégustent chaudes et sont fourrées de riz, Oui. d'herbes, Ah. d'épices et de viande. Oui. Des feuilles Un de peu- vigne, un peu j'aimerais comme bien des- comme goûter, des moi. nems. Comme des nems, Ils oui, font- les ils feuilles font de comme vigne. des nems, Elles sont des feuilles de consommées. vigne, Donc, oui. c'est tout un plat. Et c'est comme je parlais de la gastronomie capverdienne la dernière fois. Je disais, ce qui est comestible à gauche n'est peut-être pas comestible à droite. Donc, c'est toutes ces particularités. Et quand on est au fait de toutes ces informations, Oui. on peut tout manger. On peut tout On se manger, rend oui. compte qu'on peut manger. Ils ont aussi un plat qu'ils appellent le kosheri. C'est un mélange de riz, de lentilles, de macaroni et d'oignons. Que vous pouvez Ah oui, là, réaliser. c'est, Que vous pouvez là, ça réaliser. doit être, c'est bon ça pour le faire, pour Oui, ceux qui ont des problèmes exactement. de fer avec les lentilles dedans. C'est très riche apprécié en fer. Égypte. Oui. C'est très apprécié et très commun. Peut-être à cause de la facilité. Il y a un autre plat qu'on appelle le mouloukeva. C'est un plat, lui, c'est le plat national. C'est D'accord. une soupe aux herbes dans laquelle est cuite la viande. Ok. Donc vous voyez, c'est des gens qui sont très ancrés dans les légumes, tout ce qui est légumes et tout ce qui est viande. Et puis ils aiment aussi beaucoup les épices. Exactement. Oui, les Eux, épices. même la dernière fois, moi, quand j'ai découvert que le curcuma était, on pouvait le mettre dans la nourriture, on pouvait préparer avec le curcuma. Moi, j'ai connu le curcuma. Oui. Oui, ben oui, bien Moi, sûr. j'ai connu le curcuma sur le plan cosmétique. Ah bon, tu ne savais pas que Non. c'était une épice? Je savais pas. Si, C'est après qu'on me dit, mais Beaucoup c'est... utilisé le curcuma. dans les pays arabes et même Oui. en Inde aussi, Oui. le curcuma. Si, si. oui. Quand C'est j'ai une fait les épice. recherches dessus, je me suis rendu compte que c'était des épices qu'on utilisait de manière récurrente. Donc voilà, ce sont des belles découvertes comme ça. Quand on va dans un pays, on y découvre tout. On peut faire du tourisme, on peut tellement bien manger, on peut tellement faire ceci. Donc le pain soleil, c'est un pain qu'on vous donnera lorsque vous arrivez en Égypte. Et là, avec la fête Plein d'indépendance, d'histoire, oui, c'est vraiment. qui est plein d'histoires, oui, comme on l'a découvert chargé d'histoire, oui. dans le récit. Donc Et, voilà, c'est l'Égypte. La stéphio, le Yo. pain soleil, tous ces plats qu'on a cités comme ça, les feuilles de vie. Tu as déjà mangé un plat égyptien? Tu as déjà goûté à la cuisine égyptienne? Non, malheureusement, je ne suis pas trop ce pays-là, gastronomiquement parlant, non, pas du tout, mais c'est avec plaisir que j'aimerais découvrir les saveurs d'Égypte, tout simplement. On va te servir un mouton, Ici, un mouton en Égypte. non, il n'y a pas de souci, avec plaisir, j'adore le mouton, hein, Exactement. de toute façon. Donc, du coup, ici, et Clarisse aussi, voilà, elle m'a promis, Parce qu'en Égypte, le mouton est un plat de choix. Waouh. Ouais, c'est un plat de Oui. choix. Vous avez entendu parler de shish kebab? Ouais, Oui, bien sûr, ah, les kebabs, exactement. bien sûr. Ah oui, là, ça, j'aimerais bien Ça, manger. sont les c'est prochaines tout le monde. traditionnelles. C'est tout le monde, hein, c'est populaire le Oui, kebab. oui. Voilà. Ça, mais vraiment, en aujourd'hui, Égypte, c'est le shish kebab qu'on fait à base de mouton. Ah, ouais, bien sûr. Alors Un là, peu partout vraiment, aussi. aujourd'hui, Hein, j'aimerais bien même, manger ça. Même en Afrique de l'Ouest, hein, le kebab, c'est avec le mouton. Hein. Est-ce que c'est pas une influence nordique qui est arrivée en Avec, Afrique de l'Ouest? avec le gros pain, là, avec le pain. Comme C'est ça. possible. La Oui. gastronomie naturelle, Stéphane ne connaît pas trop. Hein. Donc, du coup, voilà pourquoi je me mets souvent derrière Mimi, qui a une connaissance assez accentuée en ce qui concerne la gastronomie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire, Mimi. Que je mange beaucoup. Pas que tu manges beaucoup, que tu adores la cuisine. Oui, ça c'est vrai. Voilà. On pourra aussi vous servir le poulet et le pigeon. Vous saviez? Oui, poulet pigeon, oui. Le Avec des olives. Enfin, moi, poulet, j'aime il aussi est bien les grillé aux herbes. Le second, il est farci au blé vert. Au blé vert. Ouais, soit grillé ou servi en soupe. Ah, ça c'est de la gastronomie. Ça. Ouais, j'ai tout découvert. Il faudrait que je me mette à réaliser tous ces plats. Alors, c'est pour dire qu'en fait, en Égypte, il y a tellement de choses à découvrir. Il y a tellement. C'est oui. un boulevard ouvert en gastronomie Oui. égyptienne. C'est un boulevard Oui. ouvert. Il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de choses à apprendre et à découvrir et peut-être à réaliser chez soi. Beaucoup de choses à découvrir, à réaliser chez soi, surtout au niveau de la gastronomie. Nous vous permettons comme ça de découvrir, lorsqu'il y a une fête nationale d'un pays africain, de découvrir la gastronomie, tout ce qui se fait autour, le tourisme surtout, pour qu'on puisse ensemble, bien sûr, voyager, parce que c'est ça, voyager sur le continent, à la découverte. C'est le lundi sport, focus sur l'Égypte, qui célèbre sa fête
nationale. Et puis bien sûr aussi, il est l'heure du journal télévisé en français. Il est présenté par Sabrina Massima. Nous, on vous revient dans quelques instants. Nous sommes de retour chez vous, toujours avec le même thème sport pour cette deuxième partie. Et nous sommes donc avec Stéphane qui va comme ça nous emmener en musique. Nous restons bien sûr en Égypte tout en explorant d'autres pays africains. Alors, la Stéphio, pour la musique, que nous dis-tu? Mais bien sûr, aujourd'hui je suis venu avec plein d'amour et on va garder l'amour égyptienne parce que tu sais, dans les années 60-70, savais-tu qu'il y avait un bonhomme qui est allé en France à cause de la crise du canal de Suez en 1947 et après il a commencé comme musicien, percussionniste, après il a écrit beaucoup de chansons comme Belle, Belle comme le jour. Donc voilà, on fait allusion à qui? Je crois que tu connais déjà. Oui, Claude François. Ah mais bien sûr, on y va avec Claude. Donc on va pour un live de jour, après on revient, on fait un combat pour plus d'explications. Let's go. Beaucoup de gens ne savaient pas non plus en fait, qu'il est d'origine égyptienne, qu'il est égyptien. Oui, parce que à cette époque, en France, on va dire que pour réussir en France à cette époque, il fallait vraiment cacher, on était obligé de cacher un peu ses origines parce que c'était pas encore ouvert comme maintenant en fait. Donc tu vois, pour signer des disques, pour être enregistré, pour avoir des disques d'or, voilà, comme Clo-Clo à l'époque, il fallait conserver ce truc, voilà quoi. Il fallait appartenir à la France. Bon, maintenant aujourd'hui, avec l'ouverture un peu musicale et d'horizon, donc voilà, Clo-Clo, c'est plus, on a cherché et après on a trouvé quoi. Mais là, on voit qu'il a ses origines, il parle du Nil. Oui, il parle du Nil, mais justement, lui, il avait ses codes, Oui, il a même fait venir ses Claudettes dans le groupe, parce que c'est dans ce qu'on appelle les Claudettes, ces filles noires, voilà, et un peu arabes autour de lui pour montrer que, voilà, il était vraiment attaché à sa terre. En fait, oui. Et pour la petite histoire, avant de mourir, justement, il disait il se préparait pour faire son grand retour en Égypte, voilà, avec toute sa famille. Et après, il est mort quelques semaines après, parce qu'avec sa grande sœur et tout, il partait en Égypte. Après, il est mort des semaines avant, tout simplement. Et c'est ça, Clo-Clo, quoi. D'accord. Charlène, Claude François, moi en fait je l'ai connu à travers mes parents. J'avais une mère qui adore toujours Claude François. Donc les chansons, on les a tellement écoutées qu'on les a dansées, quoi. Tout à l'heure, on a écouté Alexandra qui est sortie en 77. Et Claude François, en fait, c'est vrai que c'est pas notre génération, mais il y a de ces fonds sonores qui nous ont bercés pendant quand on grandissait. Hein. Moi, j'ai toujours cru qu'il était français. Écouter Claude François et faire allusion à un Égyptien, c'était pas toujours évident. Mais après, comme Stéphane le disait, c'est peut-être un problème d'appartenance qui se posait. Et puis voilà. Mais il a su marquer son temps, il a su marquer l'histoire. Et moi, je me rappelle encore d'une émission télévisée qui paraissait sur une chaîne où je voyais Michel Drucker se souvenir de lui. Et il était en larmes. Il était tout en larmes et il racontait des petites anecdotes comme ça de Claude François. Et moi, je restais là émerveillée. Je me disais, waouh, il a su faire son temps. Il a su faire son temps, il a su impacter. Et puis, c'est généralement ce qu'on souhaite à tout le monde. Hein. Oui. Quand vivant, on ne laisse pas des traces, voilà. Mais qu'on laisse des traces indélébiles et des traces positives lors d'un passage d'une vie à une autre. Parce que après mourir aussi, peut-être il y a une autre vie là-bas. Donc, moi, Claude François, je ne l'ai pas connu. Mais à lire son histoire, j'ai vécu sa discographie, sa vie en Égypte. Parce qu'il part de l'Égypte à l'âge de 2 ans avec ses parents. Donc moi, j'ai vécu son histoire en la lisant. Donc voilà pour moi ce que je peux dire de Claude Antoine Marie-François, de son patronyme. Sabrina, cet amour pour l'Égypte, en fait, ces souvenirs, bon, pas souvenirs, parce qu'il n'était pas quand même de sa terre. Il y a beaucoup qui, je suis sûre qu'en regardant, là encore, découvrent que Claude François est d'origine égyptienne, qui ne savaient pas du tout que Claude François était égyptien, parce que ça a toujours été tout un symbole en France. On ne peut pas parler de musique française sans parler de Claude François et de ses célèbres chansons, Alexandra et tous les autres. C'est vraiment toute une histoire d'amour avec les Français et la chanson française. Il y en a qui sont aujourd'hui encore très fans, hein, qui restent des fans, il n'y a rien à dire jusqu'à, je ne sais pas quand ça va durer, mais ils sont fans à vie de ce chanteur, comme quoi les musiciens ne meurent pas, ils demeurent à travers leur musique et tout le reste. Donc c'est un honneur de rappeler que voilà, ce monsieur, évidemment, vient de l'Égypte. Voilà. L'Égypte, la Stéphio.
Ouais, l'Égypte, on célèbre aujourd'hui l'Égypte, voilà, Mimi, et puis après on fait quoi? On danse, on chante, on saute, on rit, Non, on te suit. on se fait des bisous. Bon là, on va faire un flashback justement, voilà, justement on va faire des bisous parce qu'on va faire un flashback chez une autre chanteuse, actrice aussi qui a donné beaucoup d'elle, qui a été Miss aussi, Égypte, en 1954. Je veux parler de la grande... Ah, Clarisse, à quoi ça sert les conseils? À quoi ça sert vraiment l'amour? À quoi ça sert tout ça? Mais c'est important, tu sais, l'amour, c'est quelque chose de grand, de géant. Donc, on était avec Yolanda Cristina Gigliotti, qui est née le 17 janvier 1933 et morte le 3 mai 1987. C'est ça son vrai nom? Oui, alias Dalida. Elle était d'origine égyptienne, elle était chanteuse, danseuse, actrice aussi. Elle était aussi dans la beauté parce qu'elle a été Miss Égypte 1954. Et on va dire qu'elle a mis en valeur la chanson française, tout comme Clo-Clo, et aussi elle a popularisé beaucoup de styles, comme le disco, la musique raï, parce qu'après elle a voulu repartir, en fin de carrière, elle est repartie dans la musique raï, qui est une musique orientale, qui se fait au nord de l'Afrique. Donc voilà, on va dire que Dalida reste l'une des figures emblématiques de la chanson et de la beauté française. Et ce morceau Parole que vous avez écouté est un morceau qui a été vraiment apprécié par tout le monde entier, même aux États-Unis. Il y a des chanteuses, d'abord, même en Afrique, par exemple, des Zap Maman dont j'ai déjà parlé, avec Marie Dawn qui a repris ce morceau dans un de ses albums. Il y a des chanteuses comme Erykah Badu qui a repris ce morceau. Il y a encore des chanteuses comme Lauryn Hill, que j'adore, que je fais un bisou, qui a repris ce morceau. Donc, c'est vraiment, Dalida reste vraiment un classique du patrimoine de la musique musicale en France. Moi, ses cheveux, chaque fois que j'ai vu ces photos de longs cheveux, ça me vraiment la beauté, la beauté de longs et égyptienne. touffus cheveux, Oui. franchement, c'était cette crinière qu'on voyait tout de suite dès qu'elle apparaissait. Oui. Donc Dalida aussi, très, qu'on n'a très pas jolie. connue, mais c'était surtout les parents qui chantaient, qu'on entendait tout le temps, mais voilà. Et Mais c'est vrai que c'est même après aussi que j'ai su qu'elle était en fait égyptienne, qu'elle avait été Miss Égypte, parce que pour moi, je me disais qu'elle était née... Elle est née au Caire, mais il faut aussi rappeler qu'elle est issue d'une famille italienne. Ouais, D'où son nom Gigliotti. Oui, elle est issue d'une famille italienne. D'accord. Et elle est née au Caire, tout comme Claude François, et morte à Paris également, comme Claude Oui. François. Ils ont eu à peu près, on va dire, comme À peu près, elle est oui. partie. Non, elle n'est pas partie. À Elle est peu petite. près. Non, moi je Égypte. parle du fait de quitter l'Égypte pour s'installer en France. Et voilà. En France. Peut-être c'est comme qui disait aller dans le pays de l'oncle Sam chercher le bonheur pour parodier justement. Parce que peut-être en Égypte, il n'y avait pas cette facilité d'extension de ce qu'on veut faire comme art ou comme activité. Parce que quand on a présenté l'Égypte, on a vu que c'est un pays très ancré dans la culture. Et là, on a parlé de pays, alors qu'à l'époque, c'était tout un empire qui s'étendait sur le nord de l'Afrique. Donc, ils étaient vraiment très carrés sur les valeurs et sur la culture. Peut-être pour eux aussi, c'est une façon de s'extérioriser pour pouvoir étendre Et leur... ce genre de musique même n'était pas très bien compris. Comprise, oui. Donc ça a permis à ces chanteurs, que ce soit Dalida ou Claude François, de s'épanouir et puis de devenir En dehors chanteurs de leur comme terre. Non, Samuel, moi je pense par contre que, ouais, c'est sûr qu'il y a eu ça, mais je pense que le principal problème, c'est la crise du canal de Suez en 1947, qui a fait en sorte qu'il y avait une guerre, quoi. C'est ça, il a créé une guerre, donc il y a eu beaucoup de déportations, beaucoup d'immigration pour des familles, donc c'est la raison pour laquelle la famille de Claude François est arrivée en France, Dalida et autres, beaucoup d'autres, même la famille de Nagui, le présentateur que vous connaissez. Oui. Donc il y a beaucoup d'immigration parce que c'était cette Égypte qui était un peu en mouvement. C'était la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on est dans l'Afrique où règne deux idéologies, les communistes et capitalistes. Bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire, sinon Mimi commence à me dire que voilà. Et voilà. Et bon, on ne peut pas parler aussi d'Égypte Oui. sans parler de ce bouquin que j'adore. Il est magnifique, n'est-ce pas? Voilà, qui s'appelle Nation de l'agriculture, écrit par Cheikh Anta Diop, déjà. Oui, On va dire Anta qu'après, qui parle de l'origine des Égyptiens. Bon, je veux pas, c'est vrai qu'on va dire que Stéphane, il est toujours engagé comme ça, mais oui, je l'assume.
les Égyptiens, on va dire que les Égyptiens, ceux qui sont là, Charlène parlait de valeurs, des valeurs, et moi je me disais quand elle parlait de valeurs, parce que quand on parle de valeurs en Égypte, c'est pas les Arabes, là, parce que les Égyptiens ne sont pas, c'est pas les Arabes que vous voyez là, eux ils sont arrivés là par le commerce. Les vrais Égyptiens sont noirs, c'est ce que dit ce bouquin de Cheikh Anta Diop, il a prouvé scientifiquement, il prouve combien de fois. Il a fait des études scientifiques. Voilà pourquoi on l'appelle l'égyptologue, parce qu'il a prouvé que c'est nous les Égyptiens. On vient tous du Nord. Maintenant, après la destruction de l'Empire égyptien, nous sommes descendus, nous avons rabattu vers le bas. Et tous les Arabes qui viennent d'Asie centrale, l'Irak, voilà, la Syrie, tout ça, ils sont venus en Égypte par le commerce et après la destruction de l'Empire justement égyptien, ils se sont installés. Donc, oui, bien sûr. Donc, les valeurs, c'est ce que démontre dans ce bouquin. Donc, les valeurs, ces valeurs, donc, les Égyptiens, ces valeurs qu'on parle, les valeurs égyptiennes, c'est nous, normalement, les Noirs, qui l'avons. Voilà, justement. Et puis, les autres, les Arabes, qu'on voit aujourd'hui qui parlent arabe, c'est juste parce qu'après, ils sont venus par colonisation, voilà, parce qu'un pays comme le Sénégal, ce sont des pays qui ont vécu double colonisation, par les Arabes d'abord et ensuite par les Occidentaux. Donc, voilà pourquoi Cheikh Anta Diop a bien démontré que c'est nous les vrais Noirs, c'est nous les vrais Égyptiens. Donc, c'est aussi un peu se célébrer un peu. Voilà. Stéphane is back. Oui, I'm back. On va continuer avec l'Égypte, le sport alors. Oui, on va parler d'un sport très ancien. On peut dire que c'est un peu l'escrime, l'escrime de l'Égypte, l'escrime de l'Afrique. Donc c'est le ta'atib, donc c'est un sport avec des bâtons. On va découvrir l'élément et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Le ta'atib, un art martial égyptien plurimillénaire vivant. Un art martial ancestral égyptien presque disparu. Il se pratique encore dans certaines régions rurales, mais depuis son inscription en 2016 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, il fédère de nouveaux adeptes curieux de renouer avec ce sport antique. Au fil des siècles, cette discipline guerrière a peu à peu disparu pour gagner les villages. Transmis de génération en génération, le ta'atib est devenu un jeu pratiqué par les paysans et les bergers. Devenu non violent, accompagné de danse, de chants et de musique traditionnelle, il s'est invité dans les festivités des mariages. Au XXe siècle, l'urbanisation de l'Égypte l'a fait définitivement disparaître des villes. Son combat s'effectue toujours avec un bâton de 1,30 m à 1,40 m d'un poids d'environ de 600 grammes. Souple et léger, il permet ainsi de ne pas blesser les participants. Sa pratique demande beaucoup d'habileté et de précision pour bien exécuter les différentes figures. Les praticiens sont des hommes, jeunes ou âgés, majoritairement issus des communautés sahédites de Haute-Égypte. Les règles du jeu reposent sur des valeurs telles que le respect mutuel, l'amitié, le courage, la force, la courtoisie et la fierté. Son combat, sans violence, doit avant tout rester festif. Cet événement collectif est partagé par le public, les musiciens et les combattants. Après s'être salués, les duellistes jaugent la force de leur adversaire. Les joutes sont très courtes, entre 1 et 2 minutes. Le but est de toucher 3 fois le corps de son adversaire ou de frôler sa tête sans le blesser. Pour rendre le ta'atib accessible dans le monde urbain et moderne, la méthode de transmission a structuré et codifié une version sportive. Le 25 septembre 2013, renouvelé le 19 février 2017. Le ministère égyptien des Sports lui donne mandat de le développer comme discipline sportive en Égypte. Voilà, le ta'atib, un art martial, voilà, comme je disais, un peu l'escrime de l'Égypte, pratiqué avec ces longs bâtons, vous avez plus près de 1,30 m. Donc c'est une évolution qui remonte un peu au début de la période pharaonique, je dis donc. En effet, donc ce sport-là permet une fois de plus de montrer à quel point l'Égypte avait beaucoup de sports comme ça qui n'est plus pratiqué tellement, mais là en ce moment qui revient petit à petit, juste pour garder cette culture. Donc il faut le dire, c'est juste, on peut dire que c'est un peu un sport
pas tellement comme des grandes, pas pratiqué avec des grandes compétitions, hein, pas dans des grandes compétitions, c'est un peu comme la capoeira au Brésil, tout un art martial plutôt festif, donc ça reste quand même quelque chose de culturel, il faut le dire, c'est pas quelque chose où voilà, il y a des médailles, non, c'est surtout quelque chose un peu, on va comparer à la capoeira, voilà, traditionnel effectivement, donc c'est un peu ça, cet art martial qui revient juste pour que les enfants sachent que voilà, les plus petits ont toujours en mémoire qu'il y a ce sport-là culturellement qui est là et qui est un symbole voilà, en Égypte. C'est ça. Merci Sabrina. Nous avons aussi donc Rodney avec nous pour la chronique sport qui est là comme tous les lundis, toujours au rendez-vous. Bonjour Rodney. Bonjour à toutes, bonjour à Stéphane. Ça fait un mois. Ouais. C'est les retrouvailles ce matin. Bonjour à toi Rodney et laisse-moi te dire merci parce que tu m'as fait passer un bon week-end. Grâce à toi, laisse-moi mettre ma casquette. Tu sais pourquoi déjà? Ah ok, d'accord, j'ai compris. Parce que déjà, grâce à toi, j'ai revu Eazy-E, Dr. Dre, Ice Cube. On en parlera. Voilà. On en parlera sur un autre plateau. Merci quoi. On va en parler sur un autre plateau. Rodney, nous sommes bien sûr toujours avec l'Égypte. Et là, nous allons parler de la Miracle Team. C'est des joueurs unijambistes qui s'attellent au foot. Bon, de plus en plus, il faut dire d'abord bonjour à tous les téléspectateurs et les auditeurs de 91.0 FM. Il faut dire qu'aujourd'hui, on veut vulgariser le sport comme étant un outil de rassemblement. Alors, le rassemblement entend de ne pas léser certaines personnes. Et aujourd'hui, les personnes dites handicapées pratiquent du sport de haut niveau. Bon, on a des fédérations, des fédérations paralympiques. Nous avons le comité international olympique avait décidé il y a plusieurs années de créer aussi une confédération donc, pour les paralympiques. Donc ce qui fait qu'on assiste aujourd'hui à des coupes du monde pour des personnes dites handicapées. Nous avons des Jeux olympiques, les Jeux paralympiques qui généralement débutent une semaine ou quelques jours après les Jeux olympiques. Alors, donc, pour mieux comprendre de quoi il s'agit, on va inviter les téléspectateurs à suivre l'élément et puis on revient. Au Caire, en Égypte, la Miracle Team permet aux Égyptiens qui ont perdu une jambe et qui sont passionnés de foot de jouer à leur sport préféré. En effet, les membres de l'équipe sont tous unijambistes à la suite d'accidents ou de maladies. Cependant, ces passionnés de foot ne laissent pas leur handicap les empêcher de jouer. 2 fois par semaine, ces sportifs de tout âge qui ont débuté leur équipe en jouant au football freestyle se retrouvent pour s'entraîner. Les joueurs veulent former une fédération nationale, monter des équipes et créer une ligue qui pourrait organiser des matchs à travers tout le pays. Mais ils se heurtent de nombreuses difficultés comme le manque de joueurs et d'argent. La difficulté pour trouver des terrains et des béquilles adaptés à cette pratique. Les règles imposées pour la Fédération mondiale de football pour personnes amputées est à 7. Le football à 7 est devenu un sport officiel aux Jeux paralympiques de 1984. Le premier tournoi international de football à 7 date de 1986. Chaque équipe doit être composée de 7 joueurs chacune. Les joueurs s'affrontent avec des béquilles sans prothèse, avec dans chaque camp un gardien à qui il manque une main. Les béquilles ne doivent pas être en bois, jugées trop dangereuses en cas de rupture, car elles pourraient partir en éclats. Il est également interdit d'utiliser le membre amputé ou les béquilles pour taper la balle. Et tout coup porté avec une béquille sur un joueur adverse résulte une expulsion directe et l'accord d'un pénalty. Les joueurs de la Miracle Team suivent leur objectif majeur de créer une fédération nationale, monter des équipes et créer une ligue qui pourrait organiser des matchs à travers tout le pays. Cependant, ils se heurtent à des difficultés de tout ordre, telles que le manque de joueurs et d'argent, la difficulté pour trouver des terrains et des béquilles adaptés à cette pratique. Le football reste un outil permettant d'élargir l'inclusion de joueurs de toute capacité, marginalisés ou exclus, avec les bénéfices sociaux que cela peut apporter. Voilà, Rodney, comme ça, cette équipe assez particulière, en fait, ces joueurs. Bon, c'est nous qui voyons peut-être que c'est particulier, mais sinon c'est normal. C'est vrai que sur le continent, on est peut-être un peu en retard par rapport à d'autres continents comme l'Europe par exemple, où on a déjà même des Coupes du Monde, on a des championnats d'Europe de CC-Foot. Alors, il faudrait créer une fédération effectivement. Et ce ne sont pas les joueurs qui ont la charge de le faire. C'est l'État, c'est la fédération. Il y a déjà une fédération de football égyptienne.
dont on a vu l'équipe aller jouer la Coupe du Monde. Oui. On devrait créer en parallèle une fédération du sport paralympique. Paralympique. Voilà. Pour permettre, à ces personnes de ne pas se sentir lésées, de ne pas se sentir abandonnées. Oui. Parce que malgré le handicap, malgré la perte d'un bras, malgré la perte d'une jambe ou d'un œil, ces personnes continuent toujours de faire du sport du haut niveau. Aujourd'hui, vous allez remarquer que des personnes dites handicapées gravissent le mont Everest. Quand il y a des personnes valides qui n'arrivent même pas à le faire. Ça montre la capacité qu'ont ces personnes-là à vouloir montrer au reste du monde qu'elles n'ont pas forcément le fait d'avoir un membre à moins ne veut pas dire qu'elles n'ont pas les capacités pour accomplir ça. Parce que pour moi, ce sont des warriors, ce sont des guerriers qui ont décidé d'affronter la vie d'une autre façon. D'accord, merci Rodney. Alors aujourd'hui, nous parlons dans la chronique sport spéciale Rodney. Aujourd'hui, nous parlons éliminatoire Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Et samedi, le week-end, nous avons joué 6 matchs et le Gabon est éliminé. Waouh! Oui, Quelle surprise! Bon, une surprise, peut-être pas, parce que c'est une équipe qui avait bien joué, qui a remporté les 2 premiers tours contre la Côte d'Ivoire et contre le Togo. Bon, ensuite, après ça n'a pas du tout... La mayonnaise n'a pas donné. Là, Sabrina a mal, elle se dit, ah, vraiment. Mais c'est quoi les causes des éliminations des équipes gabonaises? Alors, il faut qu'on se l'avoue, le championnat gabonais depuis quelques années, ne donne pas. Et ce sont des jeunes qui, pour la plupart, ont 20 ans pratiquement, qui jouent déjà dans certains clubs de première division. Pour cette année, par exemple, nous n'avons même pas joué 15 journées. Nous n'avons pas du tout joué 15 journées. Nous avons à peine joué une dizaine ou une douzaine de journées. Ensuite, il fallait faire une phase de play-off parce que la Coupe du Monde s'imposait. Et lorsque nous avons Coupe du Monde, il faut arrêter toutes les compétitions de football affiliées à la FIFA. Voilà. Donc, il fallait arrêter. Okay. Ce qui fait que le premier du championnat, l'Union sportive de Bitam, a été éliminé en demi-finale. D'accord. Parce que le championnat... je ne sais pas pourquoi Stéphane rit. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va donner un peu les qualifiés. Donc, Burkina Faso, le Niger en tant que pays hôte de la compétition en 2019. Nous avons le Nigeria, l'Afrique du Sud. Et... Stéphane, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Ensuite, nous avons le Burundi, le Mali et le Nigeria. Donc, le champion en titre a également été sorti. La Zambie, contre une équipe du Burundi. Ça, c'est la surprise. Parce qu'on se disait que cette équipe qui avait gagné il y a 2 ans allait rebeloter pour l'année prochaine. Mais cela ne s'est pas fait ainsi. Ensuite, nous avons Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, qui a lui aussi un peu dressé le bilan des équipes africaines en Coupe du Monde. Et je vous assure que si je vous donne les chiffres, ce n'est pas du tout joli. Alors, il faut dire que les équipes africaines ont joué 15 matchs. Il y en avait 5, donc 3 matchs par équipe. Pour 15 matchs, nous avons marqué 15 buts. En gros, nous avons marqué 15 buts. En gros, on a marqué 1 but par match. Et sachant qu'on a des équipes qui avaient quand même pris des valises, la Tunisie qui avait pris 5 buts contre la Belgique. Donc, c'est 15 matchs pour 15 buts, 26 buts encaissés, 3 victoires, 2 matchs nuls, 10 défaites. C'est lourd, c'est lourd et les conséquences à tirer, c'est qu'on a du chemin à faire. Il faut revoir les politiques sportives sur le continent. Il faudrait aussi faire des états du sport afin de voir ce qui ne va pas et avancer parce qu'on a l'impression qu'on avance de 2 pas, on en recule de 10. Et c'est dommage pour le continent qui avait des belles équipes, qui avait des beaux joueurs. On pense notamment à cette Égypte-là, qui avait fait 28 ans sans arriver en Coupe du Monde, et qui part comme ça avec 3 matchs pour 3 défaites. C'est quand même difficile. La satisfaction, c'est peut-être le Sénégal et le Nigeria qui étaient aux portes de la qualification, mais il y a toujours eu ces erreurs, ces errements dans les dernières minutes de jeu-là, qui ont fait qu'aujourd'hui, l'Afrique a été le seul continent ayant participé à la Coupe du Monde qui n'était pas représenté
en huitième de finale. Donc le bilan est sombre en fait. Le bilan est sombre. Le bilan est sombre et il faut vraiment tirer les leçons. Et il y a quelques mois, on a eu un symposium du football africain. Et là encore, nous avons eu le symposium du football féminin. Et il y avait il y a eu des annonces, il y a eu des faits, des textes qui ont été appliqués, il y a eu des décrets par rapport à ces symposiums-là. Et il faut maintenant les appliquer parce qu'il y a la Coupe du Monde féminine en France, la Coupe du Monde U17 en France également féminine. En 2018 là. Ah oui. En 2019, nous avons la CAN des U20, nous avons la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique senior au Cameroun. Alors, après, en 2020, nous avons les Jeux Olympiques. En 2022, nous avons la Coupe du Monde au Qatar. En 2021, nous avons la Coupe des Confédérations. Donc, il faut que nos dirigeants se fixent des objectifs. Et l'un des faits marquants que l'on remarque généralement, c'est le fait de nommer des sélectionneurs qui n'ont pas forcément une physionomie africaine, qui ne voient pas forcément les choses à la sauce africaine. Les entraîneurs étrangers, c'est aussi simple que ça. Des entraîneurs étrangers qui ne connaissent pas forcément la culture de notre Afrique, qui ne connaissent pas forcément les réalités. Et c'est vrai, même si quand vous verrez leur CV, ils n'ont pas forcément fait quelque chose ailleurs, mais ils viennent ici, ils sont vénérés. Et le Sénégal et la Tunisie ont coupé court à ça parce que... Vénérés. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal et la Tunisie sont allés avec des entraîneurs nationaux. Oui. Et le Sénégal ne sort que pour 2 cartons jaunes. Oui. C'est vrai. Ça paraît anodin, mais le travail effectué par Aliou Cissé est quand même remarquable, comme le travail de Maloul, malheureusement, qui a été déjà viré de la Tunisie. Oui. Et pour Aliou Cissé, je pense qu'il va continuer parce qu'il y a des négociations et on voudrait qu'il continue. Et nous, l'Afrique voudrait quand même que Mais ça se passe comme ça quand vous ne... Bon, généralement, ce sont des... C'est comme ça que ça se passe des contrats, c'est des cahiers de charges. Moi, je vous engage. Si moi, je prends un exemple, je dis, bon, moi, je veux que je vous engage dans la matinale et puis je dis, moi, je veux que vous fassiez 1000 téléspectateurs jour, par exemple. Et si au bout de 2-3 mois, je vois que vous ne faites même pas 700, le contrat n'est pas rempli. Mais il y a des fédérations qui sont compréhensives. Même si le contrat n'a pas été rempli, on se rend compte d'une chose, le travail effectué porte ses fruits. Donc on garde, parce qu'on se dit, ce sont des jeunes, ils ont un avenir, ils vont continuer. C'est un peu ça. C'est vrai que c'est souvent complexe, les affaires de football, mais généralement, lorsqu'on fouille un peu, c'est plus simple que ça n'y paraît. Mais il n'y a pas eu que des périodes sombres, hein, Sabrina, pendant cette Coupe du Monde, ce bilan qui est sombre. Moi, je ne suis pas pessimiste quand même. Ils se sont bien débrouillés. Ça ne sert à rien de toujours essayer de voir le côté, le verre plein à chaque fois. Non, ils se sont pas mal... Il y a des équipes qui ont fait pire. Voilà, ce ne sont pas les derniers de la classe. Bon, vous savez... Ils ne sont pas peut-être au début de... Voilà, mais ils ne sont pas à la fin non plus. C'est pas la queue. Hein, donc, l'Égypte est avant-dernière, on va dire. Quand le Sénégal, par contre, est 17e, donc première nation à être éliminée. Oui, l'Égypte a perdu tous ses matchs. Bon, c'est pas une info à donner aujourd'hui. Ils sont en train de fêter leur indépendance. Bon, non, ce sont des... Vous savez, il y a quelqu'un qui disait les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Ce sont les chiffres qui le disent. Malheureusement, c'est l'histoire. On ne peut que s'arrimer à cela. Mais pourquoi Mimi a mal au cœur en fait? Bon, je ne sais pas. C'est des boas et puis voilà. Non, c'est pas des boas, c'est des choses qui arrivent. Non, c'est pas les choses qui arrivent. Attends, franchement, ils ont un grand joueur, ils ont le plus grand joueur africain, ils ont tout ça. C'est la Coupe du Monde. Attends, on attendait beaucoup plus de l'Égypte. Faut pas se mentir, c'est la vérité. Ils ont joué les WAC, c'est tout. Il y a des choses ils ont joué quoi? Les WAC. Et puis voilà, c'est tout. Il y a des choses qu'on peut, par exemple, aujourd'hui affirmer. Mohamed Salah n'a pas joué pleinement. Que ce soit au niveau physique comme au niveau mental. Oui, mais quand même, il a eu sa blessure. Oui, il a blessure même. Blessé, vous savez, il était utilisé. On ne savait même pas s'il allait jouer cette Coupe du Monde ou pas. Son image a été utilisée à son insu par sa fédération. Il y a déjà une cassure dans la confiance. C'est ce qui est triste, c'est toujours les raisons. Il a été Son image a été utilisée à son insu, c'est-à-dire pour la publicité. Pour la publicité. Dans l'avion des Égyptiens avait été placé à l'image
de Mohamed Salah. Et il n'a pas du tout apprécié en se disant, je ne suis pas la seule personne qui a qualifié l'Égypte. Il y a tout un groupe, il ne faut pas personnaliser exactement. les Ça, choses. c'est un vrai gagnant. Hein. Et ensuite, il y a quelque chose qu'il n'a pas également accepté, c'est d'être été le jouet de la fédération lorsqu'il s'agissait d'aller en Tchétchénie, parce qu'ils étaient logés en Tchétchénie. Et la Tchétchénie, aujourd'hui, a des petits soucis. Donc, bon, pour beaucoup, celui qui gère la Tchétchénie, c'est un chef de guerre. Je vais dire ça comme ça. Donc, il n'a pas apprécié d'être mis à ses côtés, parce que lors du dîner, de leur arrivée, il a été mis à ses côtés. Ils ont dîné côte à côte et Mohamed Salah n'a pas du tout accepté cela. Donc c'est peut-être tout ça aussi qui a joué, mais Stéphane disait qu'effectivement c'est le meilleur joueur africain, mais ce n'est pas forcément ça, ce n'est pas qu'un doigt qui va laver tout le monde. Bien sûr. Il y a eu beaucoup de faits, il y a eu beaucoup de faits qui sont entrés. La Coupe du Monde, c'est tout un... Oui, c'est beaucoup de paramètres. Pendant un mois, c'est des paramètres que vous devez prendre en compte. Vous allez voir l'équipe de France qui a été championne du monde. Beaucoup de choses ont été préparées. Ils ont assuré, vous avez un président, le président de la République qui vous dit, voilà, qui vous soutient. Il dit, je ne viendrai qu'en demi-finale. Donc, il vous a déjà donné un ultimatum. Je viendrai en demi-finale. C'est un challenge à relever. On a préféré prendre les familles de ces joueurs, les emmener, parce que souvent, beaucoup se sentaient seuls, beaucoup se sentaient esselés. Peut-être épuisés également. Alors, quand vous avez votre famille en permanence, vous vous ressourcez. C'est différent, par exemple, de la Corée du Nord qui avait joué sa première Coupe du Monde en 2010, où, alors qu'on n'a même pas commencé à jouer, ils ont commencé à pleurer sur le terrain. Parce que c'est la première fois qu'ils voyaient la mer. Donc, vous voyez que c'est des paramètres qui rentrent en compte. Oh là là. Oui, c'est des paramètres. Mais Rodney, on a vu des joueurs, par exemple, dans le temps, on a vu des joueurs comme les Maradona qui ont porté l'équipe tout seul, qu'on s'attendait moins. On s'attendait moins. On a vu des joueurs comme... Moi, je ne suis pas d'accord. Stéphane, si on te regarde, tu n'aurais pas fait la moitié de ce qu'on a fait. On a vu ZZ, on a vu Zizou Christ, on l'a vu sur le terrain en 2006 qui était plus brésilien que les Brésiliens. Est-ce que tu es sûr? Parfois, on a des GTI. Voilà quoi. Tu parles du match France-Brésil en 2006. Mais Zidane a fait la passe décisive, il n'a pas marqué. Il a fait la passe décisive. Mais sur le terrain, c'était le maestro. Oui, être maestro ne veut pas dire qu'on gagne un match seul. On va jouer tout un stade, on va courir dans tous les sens. Et puis c'est pourquoi on dit équipe. Équipe, voilà. Parce que si c'était une personne qui portait tout un groupe, on allait appeler... Si maintenant un joueur... C'est le football aujourd'hui qui le fait. Aujourd'hui, on sait que le football repose sur Messi et Cristiano Ronaldo. On a tendance à oublier le reste. Ça veut dire que quelque part, le football... Ça veut dire que quelque part, le football aussi accorde cette individualité. Pour autant, Messi n'a pas gagné. El Pibel on l'a bien gagné, on est d'accord. Il n'a pas marqué tous les buts de la première à la El Pibel on l'a bien marqué, elle a bien gagné. Voilà, c'est pour te dire qu'il comptait sur un collectif. Oui, effectivement. Il y a amalgame comme ce qu'il fait, il y a amalgame, il y a des stars, il y a des personnes qui se démarquent de leur vie. Voilà. Mais justement, comme Zizou Christ, comme El Pibel, comme... On prend une équipe, comme l'équipe de France, beaucoup de gens vous diront Mbappé et son équipe. Ça veut dire non, il y a eu Griezmann. Moi, là, je suis tout à Coupe du Monde. Il y a eu Griezmann, il y a eu Mbappé. C'est différent. Non, c'est différent. Mais il y a des individualités qui font. Parce que Mohamed Salah, il porte un gros truc sur lui. Individuellement, alors, il faudra aller jouer au tennis, par exemple. Non, Mohamed Salah. Donc, tu deviens un Rudy Gobert ou bien un Kevin Anderson. C'est un coup de gueule pour le monde de football. Arrêtez de faire de la propagande sur un seul joueur. Souvent, on a l'impression qu'on oublie les autres. Si, parce que lorsqu'on regarde le football aujourd'hui, mais non, soyez vrai. Soyez vrai. Aujourd'hui, on fait beaucoup de publicité sur Messi qui n'a rien foutu en Coupe du Monde et sur Cristiano Ronaldo. Par exemple, aujourd'hui, les gens disaient que la France est très médiatisée. On le disait, mais parce que nous sommes baignés par les médias dits français. Mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en Europe de l'Est avec la Croatie? Je vous assure, mais c'est la même chose. C'est du chauvinisme à un niveau très élevé. C'est parce que nous n'avons pas la culture des médias de l'Est. Et nous avons dit, voilà, la France, elle est surmédiatisée. Non, c'est parce que c'est l'Europe orientale, c'est l'Europe occidentale qui était derrière l'équipe de France, contre l'Europe orientale qui était derrière l'équipe de Croatie. Donc, ils étaient baignés par les médias de l'Est. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, si vous prenez le Portugal, mais Cristiano Ronaldo, c'est un dieu. Mais Cristiano Ronaldo n'est pas un dieu en France. Messi, c'est un dieu en Argentine. Mais il n'est pas un dieu. On a l'impression qu'il est même dieu dans le football dans le monde. Il n'est pas un dieu au Brésil.
Parce que chacun fait la propagande de son joueur. Exactement. Non, Cristiano, tu ne peux pas dire ça, René. Pourquoi Cristiano Ronaldo, on le voit même en Afrique, tous les jeunes là s'appellent Cristiano Ronaldo. Mais parce qu'ils ont besoin de stars. Voilà. On a besoin. Il faut dire les choses telles que c'est une star. Dans chaque équipe, il y a toujours un leader. Il y a toujours, voilà. C'est pas le leader qui joue seul. Mais ça ne fait pas de ça l'équipe. C'est pas ça l'équipe. Mais n'empêche qu'il y a toujours... C'est une fédération d'énergie, c'est une fédération de compétences. Et quand on est en équipe, on ne parle pas d'individualisme. Si on parle d'individualisme, c'est aussi pour célébrer les industries. Voilà. Parce qu'il y a toute une même sur le terrain, Rodin, tu sais bien qu'il y a les GTI. Parce que si on parle de Zidane aujourd'hui, en 98, quand on a célébré Zidane, il a porté des marques, il a fait ceci, il a fait cela. On sort quelqu'un de l'ordinaire dans une team. Mais l'équipe de football, c'est plusieurs personnes. Mais ça, c'est clair, tout le monde le sait. C'est d'abord, c'est un sport collectif, c'est basique. Maintenant, après, avec l'évolution du football, comme on le perçoit aujourd'hui... C'est le plus même de l'équipe de football. Je dis, c'est basique, c'est un sport collectif. Maintenant, après, il y a des gens qui gagnent des compétitions, mais quand il prend sa coupe, il est fâché. Vous n'avez pas remarqué? Souvent parce qu'il s'est dit, on a gagné, mais je n'ai rien apporté à l'équipe. Exactement. On a un cas probant, Cristiano Ronaldo, lors de la Ligue des Champions 2018 qu'on vient d'achever, la Ligue des Champions, mais il était fâché parce que d'abord, il n'a pas marqué, et ensuite, il n'a pas pesé dans le jeu de son équipe. Il ne s'est pas dit, bon, Poutine était meilleur buteur de la Ligue des Champions pour la 5e année consécutive. Il a gagné la Ligue des Champions pour la 5e fois. Mais il n'a pas célébré parce que l'apport qu'il devait donner n'a pas été celui qu'on attendait de lui. Donc, aujourd'hui, c'est parce que certains ont la grosse tête aujourd'hui qu'ils ne réussissent pas dans le football. Exactement. C'est ça aussi le problème. Il y a toujours un leader, celui qui porte. Il faut un leader, mais il y a d'autres aussi qui prennent les grosses têtes. D'où, dans le collectif, on dit on perd ensemble, on gagne. On gagne ensemble, exactement. C'est fait, c'est pas des termes anodins. On perd ensemble, on gagne ensemble. Pour se dire que lorsqu'on perd, nous sommes une famille. Lorsqu'on gagne, nous sommes une famille. Alors, si certains maintenant estiment qu'ils peuvent... C'est ce qui devait être, mais ce qui n'est pas souvent. C'est ce qui devrait être. Ils ont gagné aussi 98 comme Roger Federer seul. La preuve, ils ont joué de façon... On est la preuve. Pourquoi on ne donne pas un ballon d'or à un gardien? Je me rappelle qu'il y a eu des gardiens phénoménals. Il y a eu un gardien... Lequel? Il y a eu un gardien qui a eu le seul gardien même. Qui a eu le tu vois que c'est pas normal. Entre-temps, il y a eu les box. Il y a des gardiens qui ont des prix. Des prix, mais je te parle du ballon d'or qui est normalement un titre qu'on donne à tout joueur, normalement dans sa logique. Mais après, c'est milieu de terrain ou attaquant. Tu vas un peu trop même les défenseurs. Parce que aujourd'hui, elle a donné un terme qui est clé. L'industrie du football. Mais voilà. L'industrie. Aujourd'hui, ceux qui votent, par exemple, voient les buts, voient la carrure du joueur. Mais il y a aussi l'apport. Il y a des caractéristiques qu'on donne pour le ballon d'or. L'apport d'un joueur, le charisme d'un joueur, qu'est-ce qu'il apporte collectivement, individuellement. Mais après, ce sont des subjectivités. Sa popularité. Mais aujourd'hui, ce sont les journalistes qui votent le ballon d'or. Donc moi, je veux dire, moi j'aime Cristiano Ronaldo parce qu'il marque beaucoup de buts, parce qu'il est élégant, parce qu'il plaît. Je vais voter. L'autre va dire, bon, moi j'aime Lionel Messi. C'est subjectif. Il n'y a pas d'objectivité dans... C'est subjectif. Et chacun sait quand il prend un joueur, ce qu'il veut apporter derrière. Voilà. Mais est-ce que tout ça, c'est pas le football? Tout ça, c'est le football, c'est la magie du football, non? Donc ça veut dire que... Non, mais tout ça, c'est toujours le football. Donc ça veut dire qu'il y a toujours l'individualité dedans. On le veut. Mais ouais, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le contest man encore et encore. D'accord. Stéphane is back, mais Stéphane, tu vas dire au revoir? Même si tu es, Bon, vous savez, la vie, c'est plein en amour. Et voilà, je suis content de retrouver Mimi, Rodney, Atagracia Sandoval, Sabrina, que j'adore, Clarisse, Bill, Charlène et tout le monde, à tout le monde et ceux que j'aime et ceux que j'adore, l'équipe technique. Et voilà, je suis de retour. Et on se retrouve demain pour parler de meufs. Tout simplement, on se capte. Oh là là. Femme, santé, environnement, Pascal. Mais c'est les meufs. Mais c'est les meufs. Non. Mais c'est les meufs. Tout ça, c'est les meufs. Bon, c'est les femmes. Oh là là, Stéphane. Tu seras puni, toi. C'est pas grave. J'ai l'habitude. Oui, tu as l'habitude. Demain, tu seras puni. Rodney, on se dit au revoir. Ça fait toujours plaisir d'être là, de commencer la journée tambour battant. Donc, je souhaite à tout le monde de passer une très bonne semaine
Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours ici, là. On va faire le tour du continent, le tour de l'Afrique. S'il y a du sport sur Mars, on ira pour vous. Donc, soyez toujours au contact de la belle radio et télévision. Et merci encore à la matinale de m'accueillir chaque jour. Sabrina, un plaisir. Voilà, c'est la fin de notre matinale. J'espère que vous l'avez apprécié, basé sur le sport. Hein. Le sport, on a fait un focus sur le Thai Tip. J'espère que vous avez apprécié tout ce qui a suivi comme nos rubriques et notre instant gourmand, notre astuce. Oui. Voilà. Donc, passez une agréable journée en compagnie des programmes de la Belle. Voilà. Charlène Alors, toujours le même plaisir, hein, Mireille, Sabrina, Stéphane, aujourd'hui que je découvre. Comme j'ai déjà été visitée, donc c'est passé, et Rodna, toute l'équipe technique, c'est toujours un agréable plaisir. Peut-être qu'il faut que je fasse la redondance pour vous expliquer que je suis vraiment heureuse d'être avec vous tous les matins. Tous les matins, et on se retrouve demain pour parler de femmes, santé et environnement. Au revoir. Voilà, votre matinale s'achève. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons une bonne suite des programmes avec la belle télévision et radio, la 91.0. Et puis, bonne suite des programmes. Donc, excellente journée et à demain. Et c'est parti.